d'avoir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité. L'importance d'être au Conseil de sécurité. Mais, on nous dit que nous pourrons aller au Conseil de sécurité sans droit de veto. L'importance aussi du droit de veto. Est-ce que ça nous arrange? Est-ce qu'on va prendre ou on laisse? Que pensez-vous du fait que les Nations Unies ont décidé de se restructurer en faisant rentrer des nouveaux pays dans le Conseil de sécurité sans droit de veto? Eh bien, il y a un sommet actuel des Nations Unies qui se passe. Ouais, un vrai sommet des Nations Unies. Les présidents sont là pour représenter leur pays. Les associations sont là parce que souvent il y a un sommet, mais divisé pratiquement en deux, où on attend d'abord les gens de la société civile et puis on attend les présidents et on fait un compte rendu à la fin. Donc, on pourrait dire c'est la fête de l'international qui se déroule actuellement à New York. Certains présidents africains ont fait le déplacement, d'autres ne l'ont pas fait. L'année dernière, eh bien, c'était aussi pareil. Beaucoup de présidents sont en train de goûter les Nations Unies. Eh bien, pourquoi? Nous allons encore un peu aller à l'historique. Les Nations Unies ont été créées pour remplacer la SDN. La SDN, c'est la Société des Nations. La SDN a été créée à la veille de la Première Guerre mondiale pour maintenir la paix. Et voilà que la Deuxième Guerre mondiale éclate. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il était bien d'arrêter la SDN, de susseoir la SDN, puisque la SDN n'a pas répondu aux ententes de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Donc, pour remplacer la Société des Nations, on a créé les Nations Unies, United Nations. Donc, eh bien, cette association, cette organisation, disons plutôt, doivent maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Avec la création des Nations Unies, bien, vous connaissez toutes les branches pour l'alimentation, PAM, les branches pour le défense des droits de l'homme, la branche pour la protection de l'enfance que nous connaissons tous, UNICEF. Eh bien, les Nations Unies ont des différentes branches qui s'occupent des problèmes spécifiques de la population mondiale. Ah oui, avant que nous faisions ce que nous faisons sur les réseaux sociaux où nous parlons dans les niches spécifiques pour la protection, la défense, soit des animaux, soit des plantes et des personnes, les Nations Unies ont déjà pensé à ça et ils ont créé des organismes différents pour s'occuper de ces problèmes. J'ai eu l'opportunité de travailler avec l'UNICEF quand j'étais président du Parlement des enfants et des jeunes dans mon pays, visiter le siège à l'ONU, à New York. Donc, je sais un peu l'importance de ces institutions dans la vie quotidienne en Afrique. Eh bien, si les Nations Unies sont tellement beaux, si les Nations Unies sont bien encadrées, bien faites, chacun dans sa niche, chacun en train de faire ce qui est important, pourquoi, eh bien, les Nations Unies sont aujourd'hui boudées par la plupart des pays du monde? Eh bien, à la veille de la création des Nations Unies, sachez que la plupart des pays du monde étaient encore des pays colonisés. Nous savons tous que les grands pays colonisateurs avaient des empires. L'empire britannique, l'empire français, ou wherever français. Donc, à la veille de la création des Nations Unies en 1944, la plupart de ces pays, que ce soit en Asie, en Afrique et dans certaines parties de l'Atlantique, de la Méditerranée, ces pays étaient encore sous colonisation. Donc, n'étaient pas des pays pour vraiment participer à tout ce que nous appelons Nations Unies et les institutions des Nations Unies. Je vais spécifiquement parler du cas de l'Afrique. Eh bien, les pays de l'Afrique de l'Ouest, la plupart ont eu leurs indépendances en 1960.
plus de 10 ans après la création des Nations Unies. Donc nous sommes arrivés après, la fête a commencé, la fête battait de son plein aux Nations Unies avant que les pays africains soient arrivés à se représenter aux Nations Unies. Donc, malgré toutes ces institutions qui s'occupent des bonnes choses que nous aimons, les enfants, les femmes, l'alimentation, le climat, il y a un organisme aux Nations Unies qui est très important. C'est le Conseil de sécurité. Parce que, rappelez-vous que le premier devoir des Nations Unies, c'est la première chose pour laquelle on a créé les Nations Unies, c'est pour maintenir la paix, la sécurité, empêcher normalement une troisième guerre mondiale. Eh bien, c'est ce que l'histoire nous dit, c'est ce que l'histoire nous a appris, que c'était le but de sa création. Donc, il y a l'organe de sécurité. Et dans cet organe de sécurité, il y a 5 pays qui ont le droit de veto. Donc, dans l'organe de sécurité, ces pays-là qui sont dans l'organe de sécurité, quand il y a un problème de sécurité dans un pays et d'autres problèmes qui va vers tout ce que nous appelons souveraineté, sécurité, droit de la terre, eh bien, on amène ça au Conseil de sécurité, on discute de l'action que prend l'ONU, parce que l'ONU peut prendre des actions militaires, mais souvent c'est les actions de protection de la paix, parce que bien l'ONU a été créée pour maintenir la paix dans le monde. Nous avons vu la MINUSMA au Mali, une autre forme de ce militarisme de maintien de la paix, ces militaires qui maintiennent de la paix et travaillent sous la casquette de l'ONU au Congo, en Centrafrique. Donc, c'est vrai, ça existe. L'ONU amasse une forme des militaires dans différents pays. Je ne sais pas comment on les entraîne, s'ils vont dans un seul pays où ils sont entraînés, mais souvent ils viennent de différents pays qui font membre de l'ONU pour aller maintenir la paix dans les pays en guerre. Et les gens aussi ont critiqué ça parce que on ne peut pas maintenir la paix dans les pays en guerre. Mais ça existe. Tout dernièrement, la MINUSMA a quitté le pays malien. Donc ça existe. Donc au Conseil de sécurité, c'est là qu'on fait les grands débats. Et il y a ce qu'on appelle le veto. Le veto veut dire, eh bien, quand toi tu sors ton veto, quand tu votes, tu arrêtes la machine des Nations Unies, fait la machine de la sécurité des Nations Unies, tu peux l'arrêter. Et ce veto, c'est pour quoi? Quand on prend une décision aux Nations Unies, comme on va attaquer un pays, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, ce qui va avec la sécurité, parce que sans sécurité, sans paix, il n'y a pas de développement. Eh bien, les 5 pays qui sont ici, les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, la France et la Russie peuvent imposer leur veto et arrêter ça. Donc, la dernière fois, pour l'attaque de Kadhafi, de la Libye, pas de Kadhafi, l'attaque de la Libye, qui a conduit à la mort de Kadhafi, eh bien, je pense qu'aucun pays n'a vraiment posé son droit de veto. Puisque quoi? Ça ne va pas contre l'encontre de leurs intérêts et de leur sécurité. Donc, ces pays utilisent le veto quand les décisions qui vont se prendre au Conseil de sécurité, eh bien, vont contre leur attente, leur propre sécurité et leur intérêt. C'est ça un peu que les gens ont appelé un peu du narcissisme politique. Alors que moi, j'aime plutôt le political pity. C'est plus intéressant, mais c'est un peu du narcissisme politique parce que ces gens ne pensent qu'à leur propre sécurité en utilisant le veto. Donc, si on va t'attaquer, et ces 5 pays pensent que bon, ça ne va pas contre leur sécurité, ça ne va pas contre leurs intérêts. L'ONU est là, mais on peut toujours t'attaquer. Donc, vous voyez pourquoi nous avons toutes ces guerres non résolues et même les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui sont censés maintenir la paix et la sécurité dans le monde, faire de la guerre, puisque la Russie est en guerre, les États-Unis en guerre de proxy, et la Chine n'est pas en guerre comme ça, mais
les guerres de proxy un peu partout dans le monde, on attend toujours le nom de ces 5 pays dans ces guerres de proxy. Et ensuite, les gens peuvent outrepasser la décision des Nations Unies pour aller faire la guerre. Ouais, la Russie n'est pas venue dire aux Nations Unies, eh ben, l'Ukraine me fait ceci, l'Ukraine me fait cela. Ben, il est parti pour faire son attaque. Ouais, non. Même chose pour l'Irak, le dossier de l'Irak, ben, on est parti attaquer, on s'est mobilisé, on est parti attaquer. Donc, il y a des moments où, malgré la présence des Nations Unies, on peut bypass tout ce système de sécurité, tous ces membres qui ont le veto et toujours venir t'attaquer. Donc, s'il y a un problème, tu vas aux Nations Unies, tu poses le problème. L'autre avec qui tu as le problème, il peut être là. Mais on ne lui dit rien, personne ne lui dit rien parce que on n'utilise que le veto quand il s'agit de l'intérêt des 5 pays. Et bien, on peut toujours t'attaquer. Donc, pendant longtemps, les gens disent qu'il faut faire quelque chose. Parce que le monde est grand. Vous imaginez tous ces pays, juste en Afrique, c'est plus de 50 pays. On va aller en Asie, on va aller en Amérique latine, Amérique du Nord. Tous ces pays, il n'y a que 5 qui ont le droit de veto. Donc, on a fait rentrer certains pays. On leur a donné ce que nous appelons des sièges, mais ils n'ont pas le droit de veto. L'Afrique n'en avait pas, puisque nous sommes dans le cas de l'Afrique. L'Afrique n'en avait pas. Les présidents africains se sont battus, surtout un peu sur l'Afrique du Sud, puisqu'ils sont les 2 grandes économies en Afrique. Aujourd'hui, ils se sont vraiment battus très longtemps pour avoir des sièges des sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. La dernière sortie d'un président nigérian sur pour avoir un siège permanent au Conseil de sécurité, c'était Obasanjo. Vous imaginez ça? C'est ça fait puisque après Obasanjo, on a eu Jonathan Goodluck. Donc, ce n'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui. Obasanjo s'est vraiment battu depuis des années pour qu'on donne un siège. Lui demandait seulement un siège permanent à l'Afrique au Conseil de sécurité parce que l'Afrique est le seul continent qui n'était pas représenté au Conseil de sécurité puisque la Chine représente l'Asie, la Russie représente l'Europe du Nord et l'Occident est représenté par la France et l'Angleterre et l'Amérique est représentée, bon, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud représentée par les États-Unis qui est l'économie dominante dans l'atmosphère américaine. Donc, c'est la seule Afrique qui n'a pas de siège. Donc, Obasanjo, déjà, lui réclamait ça depuis. Hein. Ouais, il disait non, là, il faut nous donner un siège. Lui, c'était une demande qu'il faisait. Chaque fois qu'il se trouvait dans un cadre international, leur demandait, ouais, il faut me donner un siège permanent aux Nations Unies. Donc, on avait dit que ce sera le Nigeria et l'Afrique du Sud. Depuis longtemps, on disait ouais, que ce sera que le Nigeria et l'Afrique du Sud. Après, on dirait que c'était sera l'Afrique du Sud. Après, c'était le Nigeria. Après, plus rien. Mais à ce sommet qui s'est déroulé cette année, eh bien, le sujet est revenu sur la table et il paraît que bien l'Afrique aura 2 sièges permanents sans droit de veto. Donc, on sera là à la table de discussion. Mais s'il y a une attaque qui va venir en Afrique et qui sera contre les intérêts des Africains, eh bien, on ne peut pas arrêter ça. On va seulement savoir. On saura, mais on ne peut pas arrêter. Et ça, c'est la politique togolaise. Ah, moi, je suis togolais. Je connais bien ces genres de politique. C'est pour ça que je me suis levée à 3 h du matin pour dire non à nos pays africains de ne pas s'arrêter juste pour avoir un siège permanent à l'ONU. Mais il nous faut le droit de veto. Au moins one. On va commencer par un droit de veto d'abord avant de demander un deuxième droit de veto parce que bien, nous serons à la table, mais quand il s'agit de protéger nos intérêts, nous ne pouvons pas protéger nos intérêts alors que l'Afrique est l'un des continents aujourd'hui qui contient plus de guerres. Il y a la guerre au Soudan que personne n'en parle. La Centrafrique brûle un peu encore. Il y a le Mali, il y a le Niger, le djihadisme dans ces États. Il y a
quel pays encore africain il n'y a pas d'attaque, qui connaît une paix relative? Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Si on veut citer les pays qui connaissent les paix relatives, il n'y en a pas beaucoup. Puisque même le Bénin, il y a tentative de déstabilisation. Et les autorités béninoises nous disaient depuis longtemps qu'il y avait des tentatives de déstabilisation. Ils ont arrêté des gens. Et bien cette fois-ci, ils le disent haut et fort qu'il y a eu tentative de déstabilisation au Bénin. Donc, les pays africains aujourd'hui, c'est la bousculade. C'est les guerres. C'est le djihadisme. Et nous serons à la table des négociations sans droit de veto. Donc, au Togo, c'est ça qu'on fait. On fait ça pour l'opposition. On dit l'opposition de venir. Mais vous n'allez pas prendre aucune décision. Vous serez seulement à la représentation. Vous imaginez ça? On sera là représenté, bien habillé. Ce n'est pas ce qu'on fait déjà. On fait déjà ça, puisque tu peux bypass le Conseil de sécurité. Tu peux prendre des décisions et l'appliquer dans l'atmosphère onusitique, sans passer par le Conseil de sécurité. Donc nous sommes déjà là. Nous demandons un siège, même 2 sièges au Conseil de sécurité pour avoir le droit de veto. Tu veux venir faire quelque chose en Afrique, on n'aime pas, on peut t'arrêter, on peut utiliser le veto. Dis, hey, mon frère, calme-toi. Comme le fait la Russie et la Chine pour bloquer certaines choses quand ça ne va pas dans leur intérêt. Et si il n'y a rien, ben, on laisse toujours passer. Donc, beaucoup de choses passent au Conseil de sécurité là-bas. Donc, au président africain, je sais que la plupart des présidents africains même boudent l'ONU, mais s'accrochent à l'assistanat de l'ONU, puisque tout ce que, à part l'ONU, le Conseil de sécurité, qui est très important, sans sécurité, il n'y a pas paix, il n'y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de droit de l'homme. Pendant la guerre, tu ne vois pas le droit de l'homme acquis. Eh bien, le Conseil de sécurité est très important. Il y a aussi ces autres choses-là, ces autres institutions comme l'UNICEF, PAM, le FMI, tout ça, qui viennent en aide aux pays africains que nous appelons l'assistanat. Ouais. Après 60 ans d'indépendance, nous vivons encore sous l'assistanat. Donc, certains présidents africains boudent l'ONU, ils ne seront pas là, ils n'iront pas parler, mais ils tiennent à ces institutions-là pour venir les assister. Donc, moi, j'ai toujours dit, et ils le savent, si vous boudez l'ONU, il faut bouder les institutions là aussi, parce que ben, vous boudez l'ONU, mais vous êtes là-bas en train de manger le riz de Pâques. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Donc, j'ai quelque chose qui est tombé dans l'œil. J'ai quelque chose qui est tombé dans l'œil, c'est vrai. Il est tombé dans l'œil. Ok. C'est bon, c'est bon. Donc, pour conclure, se faire représenter, juste comme on nous invite à la table, sans pouvoir s'imposer, sans pouvoir donner nos idées, comme diront certaines personnes, ou ne pas être invité à la table. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Moi, je vous dirais que on vient à la table et puis on vient avec au moins un droit de veto pour l'Afrique. C'est plus de 50 pays. Nous représentons, bientôt nous serons presque 45% de la population mondiale. Et on ne veut pas nous donner le droit de veto. C'est très important. Il y a des moments de l'histoire comme ça où les pays africains ne doivent pas ignorer nos présidents. L'élite ne doit pas ignorer ces moments. Parce qu'après, quand il y aura des attaques, ils nous ont dit, oh, si on était au Conseil de sécurité, si on avait le droit de veto, imaginez si on avait le droit de veto, on pourrait arrêter l'attaque de la Libye. On pourrait arrêter ça parce qu'aujourd'hui, ben, ça a libéré le comportement djihadistique de certains de nos jeunes Africains qui sont devenus des djihadistes à 16 ans, 14 ans. Donc, pensez-y. Vous serez à la table de négociation, mais vous n'aurez pas le droit de veto. Vous devez maintenant vous mettre ensemble pour empêcher 3 quarts. Il faut faire 3 quarts de vote pour empêcher des choses de se dérouler. Donc, pensez-y, élite africaine, pensez-y, président africain, que eh ben, les Nations Unies, c'est très important. Il y a des grandes décisions qui sortent de là.
l'institution en soi est jolie, il y a les grandes décisions qui sortent de là, mais sans veto au Conseil de sécurité, nous serons toujours là en train d'assister sans vraiment avoir quelque chose à dire. Et nous savons que les grands pays ont les grands intérêts. Et ces grands intérêts, des fois, n'arrangent pas l'Afrique. Nous aimons la Chine, oh, nous aimons Papa Chine. Mais la Chine nous envoie tellement tout que nous n'avons plus d'industrie en Afrique. Vous voyez, non? Nous aimons la Russie, nous envoie du blé. Mais la Russie n'arrivera pas quand même à développer la plupart des pays africains. La Russie était là avant. La Russie était au Bénin, la Russie était en Guinée-Conakry, mais ça n'a pas développé ces pays. Donc nous savons que 20 ans après, 30 ans après, l'histoire a une habitude de se répéter qui fera que nous avons besoin du globalisme, nous avons besoin du multipartisme, nous avons besoin de multi-partenariats et ne pas nous enfermer dans des petits partenariats avec... c'est ce pays seulement avec qui je vais avoir du partenariat. Mais rappelez-vous, il faut avoir des partenariats gagnants pour l'Afrique. Donc, en allant au siège permanent de l'ONU, on ne sait pas quel pays africain va être choisi. Le pays qui s'est le plus battu pour ça, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, on ne sait pas trop qui ira. Mais quand vous allez arriver là-bas,